Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Ce soir, je suis ravie de vous continuer la lecture de La paysanne pervertie de Rétif de la Bretonne. La paysanne pervertie raconte l'histoire en fait d'une jeune paysanne qui est très convoitée et à qui l'on cherche un mari. Elle tombera sous l'emprise d'un marquis qui, passionné par cette jeune femme, en viendra donc à abuser d'elle sexuellement. Donc ce sont plusieurs lettres réunies qui traitent de ce sujet, donc des lettres de cette jeune femme ainsi que des lettres du marquis qui essaie de se repentir, je pense, un petit peu de ses actes qu'il dit passionnés et donc de la jeune femme qui remet en question l'homme et qui dit de se méfier de tous les hommes. Voilà, donc c'est un recueil de lettres que je vais continuer de vous lire. Donc là, c'est donc une lettre de Ursule à Fanchon. Donc elle lui résume toute l'histoire. Donc nous en étions à 1 heure après. Lorsque Monsieur Godet a été parti, on m'a annoncé Monsieur le conseiller. On m'a dit qu'il était déjà venu plusieurs fois. La conversation que nous avons eue est singulière. Après m'avoir témoigné l'intérêt qu'il prend à ce qui me touche, j'ai vu qu'il voulait pénétrer plus avant avec moi, qu'il n'avait fait avec Madame Parangon et mes autres amis. Je me suis trouvée très embarrassée. Mentir me répugnait. D'ailleurs, le mensonge nous met toujours au-dessous de celui à qui nous mentons. Fût-ce le dernier des laquais, car nous craignons qu'il ne découvre la vérité et qu'après avoir su le mensonge, il ne nous méprise. Cela est encore plus vrai d'une fille avec son amant. Le mensonge, dans cette position, est, je crois, égal au manque de sagesse, pour la honte dont il la peut couvrir. Voici comme je me suis tirée. Le conseiller, après les compliments qu'il m'a dit, « L'état où je vous vois prouve que vous avez eu beaucoup à souffrir du marquis, mademoiselle. Et de mon désespoir, monsieur. Quel indigne moyen d'arracher des faveurs. Ce ne sont pas des faveurs que la violence arrache. Je le sais, mademoiselle, mais j'ai employé ce terme faute d'autre. Le marquis s'est rendu bien coupable. Au-delà de ce que vous pouvez imaginer, monsieur, et ses propositions de mariage secret n'ont pas été le moindre de ses torts. Il employait ce moyen ? Certainement. Et toute la violence d'un homme emporté par une passion criminelle. Et quelles ressources aviez-vous contre ces attaques ? Mes larmes ? Les instances, les prières, l'état déplorable où je me suis trouvée, par de fréquents évanouissements. Vous vous êtes évanouie, au point que 2 femmes qu'il m'avait données pour me servir ne pouvaient me quitter. Elles ne vous quittaient pas ? Non, monsieur, ni jour, ni nuit. Et lorsque le marquis venait, elles étaient toujours prêtes à venir au moindre mot. C'est la vérité, mais les malheureuses me trahissaient. N'a-t-il rien osé ? C'est comme magistrat et comme ayant du crédit ici que je vous fais cette question. J'ai feint de me trouver mal en lui répondant. Le souvenir des excès du marquis je ne me trouve pas bien, monsieur. Sonnez. Il a sonné. Cette image, ai-je repris, comme égarée, ôtez-la. Où ? Là, au pied de mon lit. Retire-toi, monstre. Ne m'approche pas. On est entré. Elle est dans le délire, a dit le conseiller avec effroi. Par cette phrase, je m'en suis débarrassée, sans avoir répondu à cette question d'une manière qui l'éclaira, et sans avoir menti. Si pour autant, un jour, il s'agissait réellement de mariage entre lui et moi, je crois que je ferais le mensonge. Car sa personne m'a toujours convenu,
Et puis, je ne perds pas de vue l'utilité dont cette alliance serait à notre famille et le relief qu'elle nous donnerait dans le pays. Le jour suivant. Je viens d'avoir une longue conversation avec Madame Parangon. Oh, ma chère sœur, que de secrets elle m'a dévoilés. Ils sont tels que je ne lui ai rien caché non plus. Je lui ai ouvert mon cœur comme à toi-même. Je vais seulement te rendre compte de ce qui la concerne. Elle croit que ce qui vient de m'arriver est une juste punition du ciel, dont elle s'accuse elle-même d'être l'auteur, ainsi que mon frère. Ces fondantes larmes qu'elle s'est chargée de tout mon malheur. Hélas, je suis plus coupable qu'elle, si quelqu'un l'est outre le marquis. Et mon orgueil a fait bien plus que toutes les autres fautes étrangères. Je ne t'ai rien déguisé et tu as vu que je n'ai pas toujours été prudente. La vanité est présomptueuse et quand le vice est le gardien de la vertu, il est aisé d'endormir la sentinelle. Elle est grosse, mais de qui? Oh ma chère, l'oserais-je dire? D'Edmond. Elle a subi le même traitement que moi, la violence, mon frère. Ma chère Fanchon, tous les hommes se ressemblent. Edmond s'être porté à cet excès avec une femme, la sœur de sa prétendue. Voici le récit de cette vertueuse dame, car elle l'est plus que jamais. Ma chère Ursule, je vois dans tout ce qui vous est arrivé beaucoup plus loin que vous et que tout le monde. Non que j'ai plus de pénétration, mais je suis plus instruite. Est-il possible, ma chère fille, que tu sois la victime des fautes d'autrui? Mais Dieu est juste. Il nous punit par des vues profondes, convenables à sa divine sagesse, et toujours de manière que si nous savions tirer avantage de la punition, elle nous serait profitable par ses effets. Ma chère Ursule, je suis sans doute la cause de ton malheur, ou du moins je partage cette funeste influence avec Edmond. Nous sommes, lui et moi, les plus viles des créatures. Je nourris depuis longtemps un penchant criminel pour ton frère, oh mon ami. Je puis te faire cet aveu aujourd'hui que ton accident te met hors des atteintes de la séduction. Ce n'est pas que je ne me sois, avant notre faute, avoué jamais ce penchant coupable. Au contraire, je me le déguisais de toutes les manières, et lorsque l'évidence se présentait à mon esprit, je fuyais. Mais je fuyais auprès de toi, et sans le savoir, sans que je le susse bien, clairement moi-même, ta présence nourrissait un feu que je croyais éteindre par ton amitié. Durant mon séjour ici avec toi, j'ai tour à tour éprouvé tout ce que l'amour et la jalousie ont de plus cruel. Je le destinais à ma sœur. Rien ne paraissait devoir empêcher leur union. Et cette assurance, objet de tous mes désirs, au lieu de combler mes vœux, me rendait jalouse de Fanchette. Jamais, jamais, mon ami, ce sentiment affreux n'a été écouté. Mais je l'avais, et j'étais obligée de le combattre. Un premier mouvement, dans certaines occasions, me portait à haïr ma rivale dans Fanchette, à la repousser lorsqu'elle venait me caresser. Mais, ma chère Ursule, c'était précisément dans ces occasions que je lui prodiguais ces caresses si vives, qui ont souvent excité ton admiration. Je me punissais moi-même et mon coupable cœur en faisant tout le contraire de ce qu'il lui désirait. Je me lassais d'être avec vous. Ma folle passion portée à son comble par la nouvelle qu'Edmond aimait une fille pour laquelle il avait eu du goût. Ne me laissez plus de repos. Je gagnais à ce surcroît de supplice. Il rendit mon cœur à la nature et je plaignis Fanchette, comme si elle avait senti à ma manière la perte qu'elle allait faire. Tu l'as vu arroser de mes larmes que tu attribuais à de plus purs motifs. Je partis, j'arrivai. Edmond vint au-devant de moi. Et son premier regard fut celui de l'amour. On ne s'y trompe pas, surtout quand on est coupable soi-même.
Ce regard me remplit de joie. J'osais penser, j'osais me dire « Je suis aimée ». Au premier moment de liberté, il ne me laissa plus de doute. Il m'apprit que sa passion pour Edmé m'était immolée de la manière la plus complète. Je nageais dans une sorte de volupté. Je la croyais innocente. Je m'y livrais tout entière. Edmond paraissait enivré, que je le trouvais aimable. Il s'était formé depuis mon absence, hélas, aux dépens de ses mœurs. Mais je l'ignorais, il s'était formé. Et moi, je crus devoir quitter le ton pédagogue que j'avais toujours eu avec lui. Nous nous mîmes à l'unisson. J'étais enchantée de trouver dans Edmond un homme fait au lieu d'un timide protégé. J'admirais comment, s'il prenait encore son ancienne manière, ce n'était plus que pour m'exprimer plus respectueusement ses sentiments d'estime, de reconnaissance et d'amitié. Je me livrais avec une sécurité dangereuse à la plus traîtresse des passions. Et je fus pendant quelque temps dans la plus douce situation de ma vie, car le reste en est empoisonné. Jamais je n'avais été si heureuse auparavant. Je ne sais si c'était de lui-même ou par des conseils étrangers, mais Edmond tint une conduite très adroite, respectueux en apparence, mais tendre. Il m'arrachait tous les jours de nouvelles faveurs, sans que je puisse m'en offenser. Comment l'aurais-je soupçonné ? Mon cœur, d'abord avec lui, bien loin de chercher à le trouver coupable, en rejetait l'idée avec horreur. Je m'accusais d'être chimérique. Je m'accoutumais donc insensiblement à sa conduite. Et nous étions déjà beaucoup plus familiers qu'il ne convient à une femme de l'être avec tout autre que son mari. Lorsqu'Edmond hasarda quelques libertés qui m'éclairèrent, je les réprimai. Il se plaignit, comme de la plus grande injustice. Je me calmai. Il en abusa. C'est la marche des hommes. Il ne recule jamais. Je l'ai appris à mes dépens. Ne pouvant plus douter de ses vues, je l'évitai, mais sans le haïr. Le pouvais-je, quand je portais dans mon sein le complice, et je l'y porte encore. Mon cœur me trahissait. Il m'écrivit. Ma réponse fut, selon moi, foudroyante. Mais je n'aurais pas dû la faire, ni avouer que j'avais surpris une lettre de ce même Godet que tu nommes ton sauveur. Et qu'il est en effet, mais qui n'en est pas moins la cause première de tous nos maux. Cela mettait entre Edmond et moi trop de familiarité, en me donnant l'air d'une femme curieuse et peut-être jalouse. Je payais chèrement cette imprudence. Nous nous réconciliâmes encore. Ma facilité à pardonner enhardissait à m'offenser, ou plutôt je n'aurais dû ni me fâcher ni me réconcilier. Une femme est perdue lorsqu'elle en vient à ces alternatives, qui donnent également prise sur elle, en montrant son fort ou son faible, ce qui la flatte ou ce qui lui déplaît. Un jour le plus cruel de ma vie, je l'avais d'abord cru le plus beau, mais les hommes empoisonnent tout. Un jour, Edmond était avec moi, respectueux, raisonnable. Nous nous parlions comme un frère et une sœur de nos projets. Le plaisir que je trouvais à cet entretien me donnait de l'estime pour moi-même et je me complaisais à la sentir. Insensiblement, Edmond changeait de ton. Je m'en apercevais, mais je ne lui en voulais pas. Et pouvais-je prévoir ? Ramenant tout à mes idées, pour ma sœur, je souffrais des choses plus hardies que je m'en avais encore tolérées. Edmond s'émancipait de plus en plus. Aveuglé, je ne le réprimais que malgré moi, et sans doute avec trop de mollesse. Cependant, ses mains s'égaraient sur moi. Elle pressait tout ce qu'elle pouvait presser. Je les arrêtais. Et dans un mouvement involontaire, non réfléchi du moins, je serrai dans les miennes ses mains brûlantes. Adieu. Quel orage excité. Edmond perdit toute retenue dans ses discours. Il me fit des reproches, oui. Il me reprocha ma vertu.
Faible vertu, hélas, déjà détruite par mes coupables complaisances. Il attaqua les droits des époux, il me montra toute la corruption de son cœur, et je n'en fus pas effrayée. Je lui répondis avec douceur en raisonnant avec lui. Je citai la religion, les lois, je ramenai l'idée de Fanchette pour qu'elle me servît de bouclier, mais je le fis trop tendrement en disant que je voulais être heureuse par elle. C'était avouer que j'aimais. Je ne le sentais pas. Edmond le sentit. Enfin, j'eus l'imprudence de me retrancher derrière mon mari. Ma bouche, chaste jusqu'alors, osa dire « Voudriez-vous me partager avec un autre ?» C'était dire « Si tu veux, je suis à toi. » Je sentis que je m'égarais. J'eus encore recours à la Fanchette. À toi, toutes deux, vous me servites. Je fis un tableau touchant de notre union future, qui charma Edmond. Il devint paisible, comme un agneau. Il fit plus. Il me jura de ne me jamais montrer de coupable désir. Il me nomma sa sœur chérie. Nom sacré qu'il profanait, le ciel l'en a puni en toi, ma chère Ursule. Vous voilà, comme il convient, lui dis-je. Vous êtes mon frère. Vous me nommez votre sœur. À ce titre, nous pouvons nous aimer sans crime. Mon cher Edmond, croyez-moi, le crime n'est pas la route du bonheur, car si j'entends bien ce que c'est que le crime, c'est tout ce qui est contraire à la maxime de ne pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fît. Ne pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fît. Dès qu'une fois nous avons violé cette règle, il n'y a plus rien de sacré à notre égard. Et tout le monde peut nous insulter avec justice. Nous sentons à quoi nous expose le tort que nous nous sommes donné, et nous souffrons de notre crainte, à défaut de remords. Nous avons beau nous le dissimuler, crier assez haut contre les autres pour ne pas entendre le cri de notre propre conscience, nous retombons dans nous-mêmes. Nous ne pouvons nous estimer et nous ne sommes pas heureux. Fussions-nous dégodés, nous ne saurions l'être. Aussi, voyez-vous, que pour être supportable à lui-même, votre godet a des vertus. Il s'en donne le plus qu'il peut, afin de tenir la balance égale et de se procurer autant d'estime de lui-même qu'il a sujet de se mépriser en certaines occasions. Combien serait-il plus heureux s'il n'avait que des vertus? Oh, mon cher Edmond, tâchez de profiter de l'exemple, tout mauvais qu'il est, de votre dangereux ami, et imitez-le en ce point d'être sûr qu'il n'y a de bonheur que dans la vertu. Lui-même, chose étrange, ne veut que de ce bonheur-là. Observez qu'il ne séduirait pas une femme mariée, lui qui viole ses autres devoirs avec une sorte de frénésie. On ne saurait dire de lui qu'il n'a rien de sacré, au contraire. Il respecte tout ce qui bouleverserait le système social. Ce sont les termes que j'ai entendus sortir de sa bouche en parlant à mon mari. Ainsi, Godet ne sera pas adultère, ni voleur, ni homicide, ni fainéant, ni traître, ni parjure à ses amis, ni même à aucun homme, quoi qu'il le soit à Dieu. C'est un être qui fut fait pour être bon, et que son état, la compagnie de ses semblables, a perverti. Il veut vous rendre heureux à sa manière, mon frère. Mais voyez là, sa manière est concluée. Godet se donne des vertus pour se lester, en quelque sorte, et compenser le mal qu'il fait. Si je me donnais ces vertus en évitant ses vices, ne serais-je pas infiniment plus sage que lui? Voilà, ce me semble une conclusion nécessaire et très heureuse. Ensuite, vous pouvez encore tirer un parti excellent de sa conduite.
Godet s'abstient d'un crime, le plus grand de tous peut-être. Il a de bonnes raisons, des raisons absolument humaines. Cet homme ne saurait en avoir d'autres. Godet est prudent, quoique passionné. Cet éloignement de l'adultère est fondé sur l'expérience d'autrui, peut-être sur la sienne propre. Profitons de cette expérience sans nous embarrasser comment il peut l'avoir acquise. On peut en cela l'imiter aveuglément. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette partie de ma lecture. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Très bonne soirée à vous.